Merci Alain, merci Cathy pour cette présentation. Un clinicien tropicaliste comprend, en analysant la littérature, de l'impact des pollutions aériennes en milieu urbain sous les tropiques, entre guillemets, euh, en particulier en ce qui concerne la mortalité et la morbidité pulmonaire. Donc, on va démarrer. Diapositive suivante. Donc, en termes de mortalité générale, pour l'OMS, 7 millions de décès seraient attribuables par an à la pollution dans le monde, dont, et c'est ça qui est important, 90% des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Par commodité, on dira pays en développement. En français, c'est ce qui est en général utilisé comme terme. Et même plus pour des chercheurs d'Harvard qui, en s'intéressant à la pollution attribuée au PM2,5 des carburants fossiles, estime qu'il y a au moins une dizaine de millions de personnes décédées. Alors, pour rappeler à des néophytes comme moi ce que sont les PM, c'est particulate matter en anglais, et 2,5, c'est inférieur à 2,5 microns. On verra apparaître aussi dans le topo des PM 10 inférieurs à 10 micromètres. Et hélas, que ce soit dans les publications en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe, on parle très peu des particules ultra fines inférieures à 0,1 micron, c'est-à-dire des nanoparticules de moins de 100 nanomètres, qui sont probablement beaucoup plus toxiques que les PM2,5 et les PM10, en particulier par action systémique sur le poumon ou le cœur. Alors, en termes de mortalité spécifique sur le poumon, vous voyez que l'OMS annonce une responsabilité importante de la pollution qui serait responsable de 43% des décès par BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, et d'une trentaine de pourcentage de décès par cancer du poumon. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, la pollution contribuerait de façon importante à la mortalité d'au moins 600 000 enfants de moins de 5 ans, donc mortalité infanto-juvénile, surtout par pneumonie infectieuse. Diapositive suivante. Donc, on revient à ces particules fines et à leur répartition en milieu urbain dans les pays en voie de développement, dans les pays dits tropicaux. Alors, d'abord, une petite remarque, c'est que dans la littérature, on parle de zones urbaines de façon extrêmement floue, alors qu'il y a une définition qui était faite par les Nations Unies en 2014 de ce qu'est le milieu urbain entre des mégalopoles et des petites villes. Et il y a une différence considérable de concentration de population dans les villes. Vous voyez, entre une mégalopole de 10 millions d'habitants au plus et une petite ville de moins de 500 000 habitants, on est loin de pouvoir faire des comparaisons. Maintenant, en termes de répartition de la présence de ces particules, vous voyez que globalement, c'est quand même une répartition plutôt dans les pays tropicaux et au nord des pays tropicaux. C'est habituel en médecine tropicale, on dépasse de loin les tropiques, qui sont de part et d'autre de l'équateur à 23 degrés nord et sud. Si vous voulez, sur cette carte, placer l'équateur, ça passerait par l'embouchure de l'Amazone à gauche en Amérique latine, ou le Gabon en Afrique, et puis la Malaisie en Asie. Et donc, vous voyez que cette répartition de forte concentration de PM2,5 touche bien sûr certains pays d'Amérique latine. En plus sombre, vous voyez que dans les pays andins, c'est le Pérou, l'Afrique dans son ensemble, mais surtout l'Afrique noire, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, et l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Diapositive suivante. Maintenant, en termes de mortalité attribuable à la pollution ambiante et domestique, donc cette double pollution, pour 100 000 habitants, mais on retrouve cette prédominance dans des pays de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Vous voyez, en 110 pour 100 000, avec cette petite flèche, c'est le Laos, et c'est la ville, évidemment, de Vientiane. Et puis, on retrouve quand même aussi une mortalité qui n'est pas négligeable en Afrique du Sud, au Pérou, et bien sûr, dans des pays du Nord, comme les pays de l'ex-Union soviétique, ou bien des pays d'Europe occidentale, comme le nôtre. Diapositive suivante. Donc, trois particularités à noter sur cette pollution urbaine sur les tropiques. La première, c'est que les populations du Sud vivent maintenant dans les villes de façon majoritaire et donc sont soumises à ces pollutions, surtout urbaines.
Et ça va en augmentant, j'allais dire en s'aggravant, puisqu'en fait, plus il y a de gens dans les villes, et ils seront environ plus de 63% de la population d'ici 2050, pratiquement comme dans les pays développés, plus il y aura de personnes en ville, plus il y aura de personnes exposées à la pollution urbaine. C'est un truisme. La deuxième remarque, c'est que les normes de qualité de l'air sont très variables d'un pays à l'autre. On y reviendra et ce sera d'ailleurs l'objet, je pense, de questions. Si on prend le cas du Bénin, les normes, que ce soit pour l'ozone, pour les particules inférieures à 10 microns, pour le dioxyde d'azote, pour le dioxyde de soufre, pour l'oxyde de carbone ou de plomb, les normes sont beaucoup plus élevées que ce qui est recommandé à l'OMS. Ça, c'est des chiffres de 2006, extrait d'une thèse de Cachan qui était au Bénin. On reviendra sur ces normes et il y aura probablement des questions sur quelles sont actuellement les normes de l'OMS pour le monde et plus particulièrement pour les pays en voie de développement. Et la troisième remarque, c'est le poids de la pollution domestique dans cette pollution aérienne. Si on reprend le cas de Cotonou, on voit que les énergies domestiques sont en majorité les productrices de pollution de particules fines ou moyennes de PM10. Diapositive suivante. En effet, c'est dans ces pays, dits pays pauvres ou en développement, que les gens utilisent surtout de façon intradomiciliaire dans les maisons, des combustibles solides pour se chauffer, pour faire la cuisine, etc. Et vous voyez, cette concentration est la plus importante dans certains pays d'Afrique, en Inde et dans des pays du sud-est asiatique. Diapo suivante. Mais en plus, les populations sont exposées non seulement aux pollutions donc, domestiques, mais aux combustibles de la rue. Les principaux combustibles, on vient de le voir à la communication précédente, c'est beaucoup de carburant, et en particulier de carburant frelaté. Si on prend le cas du Bénin, 80% des ventes d'essence, vous voyez la diapo, la photo en dessous, est informelle en provenance du Nigeria avec beaucoup de résidus par ces aériens en suspension par ces carburants frelatés. Et deuxièmement, bien sûr, les véhicules, avec, vous voyez sur cette carte, le réseau d'exportation de véhicules d'occasion dans le monde qui viennent essentiellement d'Europe, des pays d'Amérique du Nord et du Japon, avec des véhicules sans pot catalytique. Alors, soit parce que ce sont des vieux véhicules comme, vous voyez, la 404 en bas à droite, qui ressemble fort au requin taxi qui desservent le point G à Bamako. Et on se demande si l'hôpital n'a pas été créé à la station de service, à la station de taxi, parce qu'il y a un projet à prendre ces taxis. L'exportation des véhicules se fait en général du nord au sud en supprimant, en ôtant les pots catalytiques qui valent encore quelque chose, qui sont revendus au nord alors qu'on envoie les véhicules déjà usagés sans pots catalytiques dans les pays du sud. Et puis, bien sûr, toute personne qui a voyagé donc a respiré les vapeurs des mototaxis, les vapeurs des tuk-tuk, des rickshaws, des petites camionnettes et des autres bus qui sont extrêmement polluants dans les pays du Sud. Diapo suivant. En termes de mortalité attribuable à la pollution domestique, de mortalité, vous voyez qu'on retrouve une cartographie qu'on a déjà vue pour les PM2,5, c'est effectivement les pays d'Afrique centrale et d'Afrique subsaharienne qui sont les plus touchés, avec des pays qui sont plus des pays tropicaux, qui sont pas des pays émergents, ce sont des pays émergés, on peut dire, comme l'Inde ou la Chine. Diapo suivante. Alors, bien sûr, en dehors de ces doubles pollutions domestiques et de ville, il y a des circonstances aggravantes et je pense que des intervenants, bien sûr, vont les détailler. Le tabagisme, bien sûr, est rué des marchands de tabac sur le tiers-monde depuis que les réglementations sont plus sévères dans le Nord. Le fumage domiciliaire de poissons, des ateliers, des combustions d'ordures, des centrales thermiques, des travaux urbains, des industries qui sont en ville ou des villes qui sont développées autour d'usines ou de cités minières. Souvent, il y a une mine, puis ensuite la cité s'installe. Et puis des vents de sable, des incendies, des éruptions qui
touchent les villes, il ne faut pas oublier, hein, et qui se rajoutent aux pollutions dues aux véhicules et aux moyens de chauffage et de cuisine intradomiciliaire. Diapo suivante. En termes de mécanisme, ben, c'est assez simple, hein. Les particules les plus grosses se déposent essentiellement dans les voies aériennes supérieures, dans la trachée, dans les bronches. Celles qui sont plus fines, disons inférieures à 2,5 microns, vont atteindre plus profondément le poumon, en particulier le complexe bronchiolo-alvéolaire. Et donc, pour les ultra fines, hein, qui sont en général pas citées, pas étudiées, pas mesurées, peuvent diffuser à travers les alvéoles vers l'interstitium et donc avoir des effets systémiques par le sang. La particularité, c'est que les enfants, ils ont des voies aériennes qui sont beaucoup plus petites avec un risque d'obstruction plus important. La surface, le rapport surface-poids est plus important et donc ils ont une hyperventilation qui va favoriser l'inhalation de polluants. Leur immaturité de développement respiratoire rend leurs poumons plus fragiles et enfin, ils ont un métabolisme aérobie plus important que chez l'adulte et donc respirent plus et plus de pollution. Diapo suivante. Bon, la physiopathologie, on en a vu à l'instant une partie. Hein. Globalement, les grosses particules se déposent dans les voies aériennes supérieures, un rôle irritant, et les particules fines ou ultra fines pénètrent, de même que les gaz, pénètrent les voies aériennes basses, on l'a vu dans le schéma précédent. Et les effets sont multiples. Hein. Il y a un effet inflammatoire avec stimulation de cytokines, on vient de le voir pour les études qui concernent l'interleukine 6, une augmentation du stress oxydatif, une induction de production de molécules fibrosantes qui vont induire a priori des PCO, une réduction de la fonction phagocytaire des macrophages, une surexpression des molécules d'adhésion qui vont favoriser les infections en particulier bactériennes, une altération dans les alvéoles de l'appareil mucociliaire et dans les bronches et les alvéoles et une perturbation du NO2, donc favorise aussi des infections, des altérations du biofilm hein, qui vont favoriser des modifications de sensibilité des germes aux antibiotiques, hein, c'est le cas pour le streptocoque pneumoniae. Et enfin, ces particules peuvent apporter des composés carcinogènes jusque dans les poumons ou induire des métabolites carcinogènes. Pour les particules ultra fines très peu développées, donc un effet systémique, ça passe dans l'interstitium et par le sang, ça peut atteindre les poumons. Enfin, il y a des métaux lourds, des produits chimiques, des composés organiques volatiles, hein, comme les solvants, comme les cols, comme tout ce qui contient du carbone, en dehors du méthane, hein, qui n'est pas rangé dans les cols, qui peuvent donner des facteurs favorisants de pathologies pulmonaires. Et enfin encore, hein, des particules issues par exemple, des industries ou bien des éruptions volcaniques avec un risque d'asbestose, de silicose et d'anthracose sur lequel on ne s'étendra pas. Diapo suivante. Le top de pollution urbaine aiguë, tout le monde le connaît, hein, c'est la pollution donc par l'isocyanate de méthyle par explosion à l'usine Union Carbide de Bhopal en Inde, donc en 1984, avec 3500 décès immédiats et 300 000 patients ayant des pathologies chroniques. C'est certainement sous-estimé parce qu'il y a eu une omerta du gouvernement indien sur la mortalité due à cet accident, peut-être aussi de Union Carbide. En tout cas, du point de vue physiopathologique, hein, on a affaire à un syndrome de détresse respiratoire aiguë initiale avec un gros processus inflammatoire, un œdème aigu du poumon, et à terme des bronchiolites fibrosantes avec des séquelles d'un type d'insuffisance respiratoire, de tuberculose, de cancer du poumon. Récemment, il a même été évoqué hein, le rôle favorisant sur l'infection par le SARS-CoV-2. Diapo suivante. Alors, toujours en Inde, un peu plus amusant, hein, c'est cette pollution qui est due par l'éclatement des pétards dans la fête de Diwali, hein, il y a Noël, ce qui fait qu'en 2020, il a été interdit d'utiliser des pétards à New Delhi pour cette fête, hein, qui sont avec des fumées responsables de rhinite, de bronchite, de dyspnée asthmatiforme. Donc, c'est pas la seule fête hein, pathogène, puisqu'on le sait, avec le Covid-19, hein, il y a d'autres rassemblements indiens extrêmement dangereux. Suivant, s'il vous plaît. Maintenant, quel est le risque attribuable à la pollution d'infection, d'atteinte respiratoire? Donc, pour l'OMS, il y a des risques qui paraissent vraiment évidents à démontrer. C'est celui des infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants.
Ça, c'est vraiment le risque qui paraît le mieux démontré et le plus clair. Pareil pour les BPCO, les cancers des poumons, quand les particules sont plutôt des particules de charbon. Et un risque pour lequel les preuves sont insuffisantes pour l'OMS, c'est le cancer de poumon et des biocombustibles, l'asthme ou la tuberculose. On va redétailler un petit peu ces risques. Donc, le principal, hein, c'est le risque de pneumonie chez les enfants exposés à la pollution aérienne. Il faut savoir que les pneumonies, hein, c'est actuellement, avant les diarrhées, avant la rougeole, les maladies évitables par la vaccination, la première cause de décès infanto-juvénile dans les pays en développement. C'est en diminution, mais par rapport aux autres causes, une diminution moins nette à cet âge. En particulier dans certains pays d'Afrique ou d'Asie du Sud, on a une moins bonne diminution de la mortalité par pneumonie. Alors, est-ce que ce serait dû à la pollution? Probablement, hein, puisque l'UNICEF a bien démontré que le risque de pneumonie chez l'enfant double en cas d'exposition à la pollution aérienne. Diapo suivante. Donc là, j'ai repris une synthèse de 22 études sur le lien entre la pollution domestique et des pneumonies chez les enfants, hein. Et donc, on s'aperçoit que dans ces études, elles sont surtout faites en Inde. On a beaucoup d'études qui sont assez simplistes, hein, avec seulement 9 études cas contrôle et seulement 2 études randomisées. Il en ressort qu'il y a une association significative entre l'exposition au carburant solide et aux pneumonies de l'enfant. Pas d'exposition, pas d'association pour une exposition à l'oxyde de carbone, qui a une autre toxicité, en particulier neurologique, qu'on connaît bien. Pas d'association pour les PM2,5, mais seulement avec un de ses composants, qui est le carbone noir, le charbon en suspension. Alors, d'autres facteurs sont évoqués, et donc c'est très important dans ces études. Hein, très peu sont étudient les cofacteurs, la saisonnalité, la promiscuité, la pauvreté, la nutrition, les activités dans le domicile, la vaccination, la co-infection avec le VIH pour évaluer, hein, le rôle sur les pneumonies de l'enfant. Diapo suivante. Si on prend le cas maintenant de littérature qui émane du Vietnam, une première publication a montré que chaque augmentation de microgrammes par mètre cube, hein, de particules fines est associée à une augmentation du risque d'hospitalisation des enfants pour infection respiratoire aiguë basse, essentiellement pour bronchiolite plus que pneumonie. Et une deuxième étude est intéressante faite aussi au Vietnam, qui s'est intéressée à la saisonnalité, en sachant qu'au Vietnam, la saison sèche est de novembre à avril. C'est la constatation que 60% des hospitalisations pour infection respiratoire aiguë basse chez les enfants se fait en saison des pluies. Et que l'augmentation des admissions liées à l'augmentation, hein, de la pollution, c'est-à-dire des PM10, du dioxyde d'azote, du dioxyde de soufre, se voit durant la saison sèche, mais pas durant la saison humide. Et donc, ça laisse un petit peu rêveur sur l'attribution du rôle de la pollution aux infections et aux hospitalisations. Il n'y a pas d'association entre l'ozone et les infections respiratoires aiguës basses, quelle que soit la saison. Puis il y a bien sûr un facteur de confusion. Il y en a beaucoup, hein, qui sont peu étudiés dans ces études des pays en voie de développement. C'est les bronchiolites, hein, qui bien sûr sont beaucoup plus fréquentes en saison sèche indues au virus respiratoire syncytial. Maintenant, chez l'adulte, est-ce qu'il y a un lien entre infection respiratoire et utilisation de combustible solide à domicile? Donc, ce lien, il a été démontré, hein, surtout chez les femmes, bien sûr, qui sont à la maison, et les cuisiniers, en Tanzanie, au Népal, en Sierra Leone. Mais on se retourne, on revoit que dans tous ces travaux, hein, les définitions d'infection respiratoire sont extrêmement posent problème, hein. Elles reposent sur des symptômes fonctionnels et très peu sur des examens objectifs, des radios ou des examens biologiques. Enfin, des papiers font très peu de différence entre infection respiratoire haute, rhinite et haute, y compris même otite et haute, et infection respiratoire basse. Et donc, ça laisse quand même beaucoup d'incertitudes sur les résultats. Et des papiers de synthèse, hein, ont beaucoup insisté sur le rôle des cofacteurs dans ce lien chez l'adulte entre infection respiratoire et combustible solide. Diapo suivante.
Maintenant, pour ce qui est de la BPCO, c'est la quatrième cause de décès dans le monde. Plus de 90% des décès par BPCO se produisent dans des pays en voie de développement. Donc, on est vraiment dans un problème là, qui concerne le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Alors, les facteurs de risque identifiés, le tabac, bien sûr. Alors, c'est bien sûr connu dans les pays du Nord, mais surtout dans les pays du Sud. La pollution ambiante et domestique, hein, surtout domiciliaire chez les non-fumeuses, là, il y a vraiment un lien. Les polluants industriels, les antécédents d'infections respiratoires aiguës chez l'enfant et l'exposition du fœtus à la pollution domestique hein, pendant qu'il est encore dans le ventre de sa mère exposé aux pollutions aériennes domestiques. Alors, une revue importante hein, de 24 études dans 12 pays a évalué le risque de BPCO chez l'adulte lié à la pollution aérienne domestique. Hein, et on s'aperçoit que dans 22 études, il y a effectivement un lien positif. Hein, la pollution entraîne des BPCO, surtout chez les femmes, et que ce lien est surtout marqué selon la durée d'exposition. Diapo suivante. L'asthme maintenant et la pollution. Donc, dans un papier avec un suivi de cohorte dans 6 pays, chez des adultes de plus de 50 ans, 5,12% des asthmes sont attribués à l'exposition au PM2,5 ambiant. La définition de l'asthme n'est pas très précise hein, dans ce papier, comme dans la plupart. En particulier, il n'y a pas de spirométrie, il n'y a pas de test avec des bronchodilatateurs. Et donc, c'est des symptômes fonctionnels qui sont relevés et exprimés par des patients et non pas une mesure objective de l'asthme. Un autre papier est intéressant parce qu'il comporte un très grand nombre d'enfants cette fois-ci qui sont soumis à la pollution urbaine industrielle. Et on voit que le risque d'asthme augmente avec exposition aux fumées de tabac et aussi au gaz. Beaucoup d'augmentation d'asthme avec la paraffine quand elle est utilisée dans la cuisson et par bien sûr le passage de véhicules, de camions à proximité de la maison. Mais il y a des études hein, qui sont, une méta-analyse en particulier, qui sont un peu en contradiction avec ce qui vient d'être dit. Il y a une méta-analyse de 25 articles hein, qui a évalué l'exposition domiciliaire aux carburants solides en milieu rural cette fois, et qui n'a pas montré d'association manifeste entre pollution et asthme, alors qu'il est démontré une association en milieu rural entre pollution et infection respiratoire aiguë de l'enfant, bronchite chronique et BPCO, en particulier chez les femmes. Diapo suivante. Et donc, rural, urbain, asthme, pollution. Alors, des papiers ont été faits, des méta-analyses pour dire que globalement, bien sûr, hein, il y a plus d'asthme en milieu urbain qu'en milieu rural. Mais il y a des exceptions, hein, exception en Turquie, exception en Bolivie, exception donc en Afrique du Sud. Peut-être du fait du rôle de polluants des industries minières qui touchent la campagne ou le milieu, disons, de petits villages. Diapo suivante. Pour l'association asthme et BPCO et pollution sous les tropiques chez les adultes, une compilation de 4 séries de 12 000 personnes dans des pays en grande majorité donc en voie de développement a monté une prévalence moyenne de l'asthme et de la BPCO associée hein, de 3,8%, ce qui est quand même important, et qu'un risque d'association est maximal s'il y a exposition à la fumée à la combustion de biomasse domestique, une fois de plus. Le tabagisme aussi. Et enfin, un lien avec la faible éducation primaire. Et bien sûr, en termes de gravité, hein, les syndromes les plus sévères sont l'association donc BPCO plus asthme pour avoir un syndrome obstructif vraiment grave. Diapo suivante. Maintenant, en ce qui concerne tuberculose et pollution, alors il y a des associations positives qui ont été décrites, hein, rapportées dans des travaux, essentiellement en Inde. La majorité des travaux viennent d'Inde, mais aussi au Mexique. Par contre, d'autres papiers ne montrent pas d'association entre pollution et tuberculose en Chine, en Inde, au Bénin. Et pas d'association non plus pour une grosse méta-analyse hein, de données de 5 études intéressant 13 pays tropicaux d'Amérique latine, soit plus de 12 000 patients. Pas d'association a priori entre pollution et tuberculose. Enfin, pour le cancer du poumon, des papiers ont montré que l'exposition de la fumée de bois pendant longtemps chez des femmes est associée au cancer du poumon. Ça a été démontré au Mexique.
De même, il y a un lien entre la pollution par biomasse domestique et cancer du poumon en Inde, surtout chez les femmes. Là aussi, probablement, surtout par pollution intradomiciliaire. Dans une revue systématique et de méta-analyse qui a été faite en 2015, le risque de cancer du poumon par exposition à la combustion de biomasse domestique a été prouvé, ou tout au moins est suspecté, chez les femmes des pays pauvres. Alors pour le CIRC, pour le Centre international de recherche du cancer, il est connu que l'utilisation du charbon pour le chauffage et la cuisson, c'est un cancérogène du groupe 1, mais que l'utilisation de la biomasse en général pour la cuisine n'est que considérée que comme un carcinogène probable en raison de preuves épidémiologiques encore trop faibles, d'où l'intérêt des travaux qu'on a vus à la première communication. Même si plusieurs produits chimiques de statut du groupe 1, carcinogènes, se trouvent dans la fumée de bois dans laquelle sont exposées surtout les femmes en milieu domestique tropical. Bon, pour conclure, quelles sont les preuves les plus tangibles? C'est des preuves d'infection respiratoire aiguë basse chez des enfants exposés à la pollution, surtout domestique. On observe en reprenant tous ces articles qu'il y a une nécessité de standardisation des mesures de pollution dans les pays en voie de développement. Et j'aurais d'ailleurs une question pour Catilius concernant les normes actuelles de l'OMS, parce qu'il faut des normes pour comparer des choses comparables dans les différents pays du Sud. La pollution n'est qu'un des facteurs favorisant des infections respiratoires. Ce serait trop beau qu'il n'y ait qu'une raison à la pollution dans les pays du Sud, donc intriqués avec la pauvreté, les inégalités sociales. Tous les travaux devraient être faits en prenant 4 quartiers, les plus pauvres, les moyennement pauvres, les plus riches et les extrêmement riches, pour comparer ce qui est comparable au sein d'un pays, c'est-à-dire les inégalités sociales. Rôle de la malnutrition qui est peu étudié et le rôle du climat aussi, des saisons en particulier, qui est important sur la pathogénicité des polluants. Alors, comme intervention, c'est enfoncer un peu une porte ouverte pour diminuer ces affections respiratoires, réduire la pollution ambiante urbaine. Il n'y a qu'à importer des voitures neuves, cadeaux, pour les pays du Sud, avec des pots catalytiques. Réduire l'utilisation des combustibles solides domiciliaires. Alors, l'ingéniosité humaine est sans limite. Ces foyers améliorés, vous voyez sur la diapositive, sur la photo du haut à droite, il y en a plein. Mais il semble quand même que s'ils améliorent la combustion, c'est-à-dire la rentabilité thermique des charbons de bois, par exemple, ça améliore pas toujours la pollution et c'est pas une solution aussi bonne que d'avoir un chauffage électrique dans toutes les maisons du tiers-monde. Enfin, bien sûr, pour les enfants, c'est important d'avoir des taux de couverture vaccinale importants pour l'hémophilus influenzae, le pneumocoque, la rougeole, ce qui se fait de plus en plus dans les programmes nationaux de vaccination. Puis enfin, lutter contre le tabagisme, c'est lutter aussi contre l'influence des multinationales du tabac qui se sont jetées sur le tiers-monde et qui l'intoxiquent sans vergogne. Voilà pour cette présentation qui est en fait une revue de ce que peut comprendre un infectiologue du risque de la pollution sur les infections pulmonaires dans les pays tropicaux en milieu urbain.